Alors aujourd'hui, il pleut. Alors j'ai pas le même système de micro. J'espère que ça va fonctionner correctement quand même. Et il y a quelques temps, je sais que si il avait plu, je ne serais pas sorti. Bon, parce que c'est une sorte d'excuse, ça demande un effort supplémentaire. Et puis je me suis un peu formé à la thérapie cognitive et comportementale qui s'appelle la méthode ACT, ACT. Méthode ACT, ça veut dire acceptation et commitment therapy, ça veut dire la thérapie d'acceptation et d'engagement. ACT, ça se lit pas ACT, ça s'écrit ACT, mais ça se lit ACT, parce que évidemment c'est agir, acte, puisque c'est la thérapie d'acceptation des choses telles qu'elles sont et de l'engagement, engagé vers nos valeurs, c'est ça l'idée. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais il faut juste savoir que cette méthode ACT, cette approche, cette psychothérapie est l'une, si pas la plus étudiée de toutes les thérapies qui existent au monde. Et c'est celle qui a fait le plus ses preuves scientifiquement par rapport à toutes les méthodes qui existent, et en particulier dans la grande famille des thérapies cognitives et comportementales, qu'on appelle les TCC, thérapies cognitivo-comportementales. Alors même si maintenant les thérapies de la je ne sais plus combienième vague on est, quatrième vague comme on appelle ça, intègrent aussi les émotions, c'est le cas de la méthode ACT. Si le sujet vous intéresse, il existe deux types de bouquins en français sur cette approche. Des bouquins pour le grand public, monsieur, madame, tout le monde. Comme il y en a un qui est vraiment une grande référence, ça s'appelle Le piège du bonheur. Et puis il y a beaucoup de livres qui existent dans la fameuse collection de Book Université. De Book Université, c'est une excellente collection universitaire. Et là, ce sont les livres pour les thérapeutes, pour les psychologues. Personnellement, quand je m'intéresse à quelque chose, je lis les deux, c'est-à-dire les livres grand public pour avoir une approche globale sur le sujet, et puis les livres professionnels qui s'adressent aux professionnels et qui sont intéressants parce qu'ils expliquent comment introduire la méthode au grand public, qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe pas comme il faut, etc. etc. Enfin, comment les gens réagissent, bref. Même chose pour, par exemple, c'était très à la mode et c'est tant mieux, les thérapies comportementales basées sur la méthode de pleine conscience. Il y a des livres pour le grand public qui expliquent voilà, la pleine conscience et tout. Et puis il y a les livres pour les professionnels qui est comment amener la thérapie pleine conscience, les différentes étapes et tout auprès de nos patients. Et personnellement, j'aime bien les deux. Et à titre personnel, parce que à titre personnel, j'y apprends beaucoup plus. Alors évidemment, c'est un niveau de lecture qui est plus exigeant, c'est plus rude, il y a plus de choses liées aux études scientifiques, au pourquoi, du comment des choses, mais personnellement, ça me permet d'aller en profondeur dans la pensée de l'approche et des créateurs de l'approche. Et c'est souvent comme ça, par exemple sur l'alimentation. Je vais lire des livres grand public, tout le monde peut lire, mais aussi des livres plutôt destinés aux professionnels, donc plus complexes sur le sujet, etc., etc. Sur le mouvement, qui est donc mon métier principal, je vais lire des livres grand public qui peuvent exister, qui sont sortis. Je sais pas, je me rappelle du livre de Christophe Cario, Un corps sans douleur, voilà, qui est un livre grand public qui est génial. Et puis je vais aussi lire des livres qui sont plutôt destinés à la formation des préparateurs physiques, des livres de psychomotricité destinés aux psychomotes, donc des livres universitaires, etc., pour aller en profondeur dans les recherches, dans la compréhension actuelle de ce qu'on sait scientifiquement sur le sujet. Et puis aussi, quand ça existe, je vais lire des revues un peu scientifiques sur le sujet quand ça existe. Voilà. Par exemple, pendant des années, j'étais abonné à Sport et Vie. Non pas que j'étais sportif moi-même, mais dans Sport et Vie, il y a tout ce qui est de la recherche mois après mois de ce qui se fait en physiologie, en psychologie, en entraînement, en nutrition parfois,
compléments alimentaires ou que sais-je et que sais-je. Et c'est très bien fait, c'est scientifique. Voilà. Dans le même genre d'idée, je ne vais pas forcément lire, même si de temps en temps je vais acheter des revues comme Epsilon ou Science et Vie, mais lire plutôt des magazines comme La Recherche ou Science ou quoi. Voilà, bon, c'est pas la même chose. Bref, j'aime bien toujours approfondir les choses. Et quand je suis un autodidacte depuis toujours, j'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai toujours été autodidacte, même bien sûr avant l'école. Je me passionne pour un sujet et je l'étudie à fond, c'est-à-dire à mon niveau, à moi, en me plongeant dans des lectures, en me passionnant pour un sujet. Alors, parfois, pendant plusieurs mois, enfin, c'est toujours comme ça que ça se passe, pendant plusieurs mois, je découvre un sujet et je m'y plonge à fond. Alors, on va dire à 90% par des lectures, par des bouquins, et puis aussi aujourd'hui par internet, parfois par des formations à distance qui sont possibles. Je ne vous parle pas du fait que toute ma vie j'ai suivi des séminaires en présentiel, bien entendu, et fait venir des gens dans notre centre de formation de plaisir d'apprendre. Et donc j'ai pu côtoyer des experts dans différents domaines qui me passionnaient. Je m'intéresse au fascia, je fais venir un expert mondial du fascia. Je m'intéresse à tel sujet, j'essaye de faire venir un expert sur le sujet, réputé en général, qui a écrit un bouquin sur le sujet. Et donc en général, pendant plusieurs mois, je vais me plonger à fond dans le truc. Je vais acheter des dizaines de bouquins sur le sujet, je vais éventuellement suivre des formations, alors rarement des vidéos YouTube ou quoi, alors, ou rarement des trucs. Je vais acheter des formations sur internet et ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des documents. Si par exemple il y a des PDF ou quoi, je vais les imprimer pour pouvoir les lire dans différentes positions, si je puis dire, et je vais prendre des notes, etc. Donc étudier le truc. Et donc pour revenir à la méthode ACT, Acceptance and Commitment Therapy, thérapie d'engagement et d'acceptation, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est pour moi une approche que tous les professionnels, c'est mon point de vue, tous les professionnels de la relation d'aide ou des coachs ou même des enseignants, des éducateurs, évidemment les médecins, les kinés, devraient être formés à un minimum des outils. Je pense que de toute façon, c'est indispensable quand on est dans la relation d'aide d'avoir une formation minimale sur la psychologie, la gestion des émotions et ce genre de choses. Et là, il y a, on pourrait dire, l'approche développement personnel et puis l'approche psychologique, peut-être psychothérapeutique, je ne sais pas comment dire. Et je trouve que la méthode ACT est l'approche la plus adéquate pour répondre aux besoins de la plupart des clients, patients, apprenants que les professionnels voient. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons toute simplement pragmatique, c'est que c'est une méthode qui est relativement simple. Je dis relativement, parce que dans la réalité, il y a, comme toujours dans les choses humaines, des complexités très vastes, mais relativement simple à saisir les bases et à transmettre les bases. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il était facile et simple de devenir psychothérapeute et dans le cadre de gens qui souffrent de, que sais-je, dépression, phobie et autres, d'utiliser cet outil sans formation sérieuse et approfondie. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui est par exemple kinésithérapeute ou podologue ou orthophoniste tirerait profit d'apprendre des outils simples et basiques de cette méthode ACT. Et que c'est relativement simple à apprendre et à mettre en place. Donc c'est ça que je veux dire, sans se transformer en thérapeute, ce qui est un métier qui nécessite une formation évidemment extrêmement approfondie, sérieuse, avec de la formation continue, etc. Bref. Personnellement, quand j'ai besoin d'aller voir un thérapeute, je ne vais pas voir un thérapeute qui fait du développement personnel, je vais voir un thérapeute qui a un diplôme universitaire en psychologie et qui ensuite a fait des formations
supplémentaires en thérapie cognitive et comportementale, et pour avoir côtoyé les deux genres de profils, des gens qui sont thérapeutes mais sans formation initiale universitaire et des gens qui ont une formation universitaire, on voit la différence. Alors attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tous les thérapeutes qui ne sont pas universitaires sont mauvais, et je n'ai pas dit que tous les gens qui sont sortis de l'université sont bons. J'ai dit les gens qui ont suivi une formation initiale sérieuse et qui ensuite, il y a un plus ici, ensuite ont suivi des formations complémentaires. Alors pourquoi ça ? Premièrement, quand on a une formation universitaire sérieuse, à la base, on apprend à réfléchir à un certain nombre de choses scientifiques, sérieuses. On ne va pas se jeter à corps perdu dans des solutions magiques. Et on apprend à développer un esprit critique. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais et que les gens ont des bases en physiologie, en biologie ou en psychologie. Ils ont un historique, ils ont appris tout un tas de choses. Et ensuite, ils sont plus à même, quand tu découvres une autre approche, d'avoir une vision plus large, plus neutre, moins excitée que parfois des gens qui ne sont pas thérapeutes à la base et qui découvrent une méthode et qui se sentent investis d'aider le monde entier sans avoir une histoire, une formation de base, une vue d'ensemble, de la perspective, et sans avoir eu vent d'autres courants et d'autres choses qui existent. Si vous regardez dans une formation universitaire, quelle qu'elle soit, en médecine, en psychologie, en n'importe quoi, vous apprenez beaucoup l'histoire de votre métier. En physiologie, on va apprendre d'où viennent les premières découvertes sur le corps humain, etc., depuis l'Antiquité jusqu'à de nos jours. Évidemment, 99% des choses qu'on va apprendre le médecin, c'est ce qu'on apprend de nos jours. Mais on a cette vue d'ensemble qui est majeure de d'où ça vient, quel est l'historique, et non pas se focaliser juste sur l'immédiateté de aujourd'hui, on est les meilleurs, on a cette nouvelle technique magique. Non, le fait d'avoir la perspective historique permet de dire à un moment donné ce qu'on pensait être vrai et la seule vérité, on s'aperçoit avec le temps que ça change en permanence. Et ça me permet de comprendre que ce que je fais aujourd'hui est vrai aujourd'hui, n'existait pas hier et ne sera pas forcément vrai demain. Attention, dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace. Sans quoi il n'y aurait jamais rien qui serait efficace parce qu'on découvre toujours mieux. Donc, bref. Par ailleurs, il peut y avoir des gens qui se sont formés en thérapie, sont en formation universitaire de base et qui peuvent être des gens très sérieux, qui ont une vraie déontologie, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Dans mon expérience, et une formation universitaire seule, pour moi, est loin d'être suffisante. On apprend, comme dans tout métier, on apprend, on pourrait dire, l'alphabet, le B à bas, et c'est loin d'être suffisant pour ensuite pouvoir travailler avec des gens au quotidien. Et c'est pourquoi tous les gens sérieux font des formations complémentaires. Parce que la formation universitaire est large, elle donne une base, mais j'imagine bien que quelqu'un qui sort de sa formation universitaire de psy, ça va être très difficile pour lui. Il va falloir s'ouvrir à d'autres choses. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est évidemment en général une pluralité. On voit que les gens qui travaillent comme psychothérapeutes, ils ont la plupart du temps, si vous regardez sur leur site internet ou dans leur salle d'attente, plusieurs pistes de travail. Plus ils sont formés à une approche, ils ont trouvé ça intéressant, ça leur a donné des outils, puis ils se forment à une autre approche qui leur donne d'autres outils, puis à une autre approche. Et en général, ils combinent. Pourquoi ils combinent ? Parce que chacun est différent, chaque thérapeute a sa propre sensibilité, et puis ça dépend des types de clients qu'ils voient, enfants, adultes, dans quel quartier il est, dans quel... bref, donc les choses évoluent. Alors je suis parti à vous parler de tout ça parce que c'était pour dire qu'avant, quand il pleuvait, d'ailleurs il s'est arrêté de pleuvoir, je ne serais pas sorti. Et puis, dans la méthode ACT, on apprend à accepter les choses telles qu'elles sont et comme dans toutes les thérapies cognitivo-comportementales, on apprend à recadrer les choses, à reformuler les choses, en particulier les choses, on va dire oui mais, je voudrais bien faire ma promenade de tous les jours, je voudrais bien aller à la gym, oui mais il pleut. Alors, et ce que je vais vous dire, c'est l'outil le plus basique, le plus simple qui soit.
et je l'ai trouvé dans un bouquin de Cathy Bowman, et j'en reviens dans un instant. Et l'idée c'est il pleut et. J'ai remplacé le oui mais par et. Il pleut et donc. Et donc je fais quoi? Et pourquoi c'est associé à la thérapie d'acceptation et d'engagement? Parce que dans l'acceptation, dans la méthode ACT, donc, je ne sais pas si on dit méthode ou thérapie ou approche, bref, méthode ACT, le point principal c'est, alors il y a six axes dans la méthode ACT, et le point principal, il y a beaucoup de techniques d'approche, dont la pleine conscience, l'acceptation des choses et plein de choses, c'est les valeurs. L'idée de quelles sont mes valeurs. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes à comprendre quand on travaille avec quelqu'un. Voilà, les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Parce que si je n'ai pas notion de quelles sont mes valeurs à moi déjà, et quelles sont les valeurs de la personne avec laquelle je travaille, je vais passer à côté de beaucoup de choses, et je ne pourrai pas aider la personne comme il se doit, et je ne pourrai pas être un bon accompagnant, parce que en IMP, intégration motrice primordiale, on s'appelle des accompagnants. Donc ça veut dire qu'on accompagne la personne. Mais je vais accompagner la personne où? Là où moi je pense que ce serait bon qu'elle aille, de mes propres valeurs, ou là où la personne a ses propres valeurs en fonction de sa propre boussole à elle. Évidemment, quand on est dans un système de pensée, on est tous dans un système de pensée, de valeurs. J'ai mes propres valeurs, vous avez les vôtres, on a nos croyances, on a nos convictions religieuses, politiques, notre manière de s'alimenter, notre psychologie qui s'est construite dans notre enfance et puis dans l'âge adulte par les rencontres, les lectures, etc. On a tendance à penser que nos valeurs sont les seules, et en particulier les seules bonnes, et on voit ce qui crée la guerre partout, et aujourd'hui c'est de pire en pire puisque chacun a son système de valeurs qui veut, dans une société individualiste, être toutes différentes. Donc on doit tous être différents, la publicité insiste bien là-dessus. On doit chacun tous trouver nos différences en vendant les mêmes vêtements à tout le monde, les mêmes voitures, etc. Mais c'est ça l'idée, de dire qu'on s'individualise, et à ce moment-là, tout ce qui n'est pas comme moi est antagonisé, mis en antagonisme. Donc, désolé si je m'éparpille dans ma pensée, c'est le principe du podcast marché, de laisser venir les idées et de vous les communiquer, mais j'ai mes valeurs, et en tant que professionnel, en plus, mes valeurs ont été consolidées par les formations que j'ai suivies et les techniques que j'ai apprises, les méthodes que j'ai étudiées, les bouquins, les formations, etc. Et donc, j'aurais plutôt tendance à penser, plus ou moins inconsciemment, que ces valeurs sont les bonnes et que je vais amener les gens vers ces valeurs, parce que ces valeurs, c'est en général, les thérapeutes sont des gens qui eux-mêmes font une démarche personnelle et utilisent des techniques qui s'apprennent pour leur gouverne personnel et leur famille, etc. Donc on s'est dit, moi j'ai trouvé l'équilibre grâce à ça, et donc forcément, c'est la bonne manière de faire. On voit ça en alimentation, alors j'ai trouvé une manière de faire, et c'est forcément la bonne et la seule manière de s'alimenter. Et il existe des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de livres sur l'alimentation dans le monde, dans toutes les langues, où chacun promeut un système qui serait le seul vrai système. Alors il y a des choses qui sont évidemment des vérités quasi universelles, mais bref, si je veux imposer mon système obligatoirement à tout le monde, évidemment c'est le début de la guerre, et la plupart du temps je vais imposer ce système de manière inconsciente. Dans le temps, il y a eu, comment on appelle ça, j'allais dire les conquistadors, mais oui, les gens qui veulent imposer leur religion à tout le monde. Donc toutes les tribus qui ne pensaient pas comme nous, qui n'avaient pas la même religion, étaient tuées, tout simplement, torturées, éradiquées. Donc voilà, on voulait convaincre les gens absolument à nos valeurs sont les seules bonnes. Il faut répudier les autres valeurs que vous avez qui sont forcément néfastes, mauvaises et démoniaques. Et aujourd'hui, on a remplacé la religion, même si la religion est encore très prééminente, quelles que soient les religions dans le monde entier. Je veux dire, non pas que les religions soient prééminentes, mais les gens qui veulent convaincre les autres de leur religion. Mais on va retrouver ça dans toutes les valeurs occidentales en particulier. Les valeurs occidentales sont les seules bonnes qu'on doit imposer à tout le monde, qu'ils le veuillent ou non, quelques tribus, quelques peuples que ce soit, en Afrique, en Asie, en Amérique, qu'ils le veuillent ou non, ils doivent
accepter nos valeurs, et si ce n'est pas le cas, on leur impose, en leur imposant nos supermarchés, en leur imposant nos réseaux sociaux, en leur imposant tous nos systèmes de valeurs. Et pourtant, on regarde bien statistiquement que nous sommes les plus malheureux sur la planète, mais on pense que nos valeurs sont meilleures et que ces pauvres gens, il faut les sauver d'eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent à être dépressifs comme nous, et malheureux comme nous, et autodestructeurs comme nous, sous prétexte qu'on aurait, soi-disant, une durée de vie plus longue, une date de péremption plus éloignée, et que parce qu'on vit jusqu'à 80 ans, dont plus de 80 ans, un grand nombre dans un EHPAD, dans des mouroirs, on serait les meilleurs du monde. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, tout ça pour dire que nos valeurs sont quelque chose qui vont teinter toute notre manière de faire. Donc dans la méthode ACT, c'est très simple. En général, on prend un papier et on va dire aux gens, voilà, dans la vie, on rencontre un certain nombre de problèmes, de difficultés, et ça fait partie de ce qu'on appelle l'acceptation. On vit tous des difficultés. Ça n'existe pas de ne pas vivre des difficultés. Peut-être profondément bouddhiste, ou je sais que dans la religion bouddhiste, dans le bouddhisme, Bouddha dit tout est souffrance. Voilà, la vie est souffrance. Il y a forcément la maladie, il y a forcément la mort, il y a forcément le deuil. Donc tout est souffrance. Voilà. Bref, dans la vie, aujourd'hui, on est dans une société qui veut nous faire croire qu'on peut trouver le bonheur absolu, et puis si on trouve la bonne personne, ou on achète la bonne voiture, ou la belle maison, ou telle ou telle position sociale, au boulot, quoi, alors on sera heureux jusqu'à la fin de nos jours. Vous savez, c'est comme ça que se finissent les histoires, les contes. Ils se marièrent et furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Quand toute personne qui est mariée et qui a des enfants sait que c'est le début d'une aventure humaine extrêmement complexe, extrêmement évidemment qui apporte beaucoup de choses, qui fait grandir, mais qui demande un investissement émotionnel et physique qui est gigantissime. Il n'y a pas, je pense aujourd'hui dans le monde occidental, de défi plus grand que de passer sa vie avec une personne et d'élever des enfants. Il n'y a pas de défi plus ultime que celui-ci, à mon sens. Et jour après jour, de faire face à la vie familiale, qui apporte son lot de joie, mais son lot de souffrance et de travail sur soi, et bref. Donc dans la thérapie ACT, on va partir de l'évidence qu'on vit tous des difficultés, et que le thérapeute ou la méthode de développement personnel magique qui nous promet monts et merveilles sans effort, la bonne technique, les réseaux sociaux, c'est ça. Si vous avez mal au dos, faites ce mouvement, vous n'aurez plus jamais mal au dos. Si vous êtes anxieux, faites cette technique et vous ne serez plus jamais anxieux. On voit ça dans le monde des réflexes, qui est mon univers. Si tu fais cette technique magique, tous tes réflexes vont être intégrés. Et abracadabra, magie, plus aucun problème. Si votre enfant est TDAH ou dyslexique, faites ça et miraculeusement, il va s'en sortir. Et là, il a un problème, et puis il y a le sauveur qui est là, sur les réseaux sociaux, ou même en cabinet ou quoi, qui dit fait technique magique, voilà. Donc on a tous des difficultés, et la vie, l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre, dans la vie on cherche l'équilibre, c'est pas quelque chose de statique. L'équilibre, c'est de manière incessante des ondulations, des oscillations. Le bonheur, c'est pas un état de nirvana qu'on atteint, et puis voilà, jusqu'à la fin de mes jours, je suis sur un petit nuage. Ça n'existe pas. Donc dans la méthode ACT, on va acter le fait que, voilà, on rencontre des difficultés. Et on ne peut qu'accepter ces difficultés. Il pleut, on revient au sujet du jour, il pleut, et j'accepte le fait qui est ça. On voit bien les gens, ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais le small talk, les petites discussions, des bonjours, quand ça va, oui, alors il fait beau aujourd'hui, oh là là, il pleut, oh là là, il fait trop chaud, oh là là, il y en a toujours quelque chose à dire sur le temps qu'il fait. Et la plupart du temps, les gens sont comme en opposition à ça. Je veux dire, c'est comme on voulait s'opposer à l'univers. Attention, je comprends très bien, moi qui fais du jardinage, par rapport à avant, évidemment, je suis toujours à l'affût de là, il a plu tant de jours, là, il n'a pas plu pendant tant de jours, là, il fait telle température depuis tant de jours, donc je suis beaucoup plus conscient, hyper conscient du temps qu'il fait, à cause de mes cultures. Mais ça, c'est pas normal, parce que nous ne sommes pas des agriculteurs.
nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Je dis, ah si Paul, on est des agriculteurs, toute notre civilisation moderne depuis 6000 ans, 7000 ans, 8000 ans est basée sur l'agriculture. Oui, mais ramené à 300 000 ans de l'existence d'Homo sapiens et à quelques millions d'années, 3 à 4 millions d'années de l'existence de Homo, pour l'instant, on est juste des chasseurs-cueilleurs qui se sont égarés dans l'agriculture et qui en souffrent en permanence, puisque cette agriculture est créatrice d'accumulation de richesses, de guerres, bref, beaucoup de maux de notre civilisation. De toute façon, on ne peut qu'accepter la chose, on ne peut pas revenir en arrière. Mais bref, se battre contre le temps qui fait, c'est se battre contre l'univers. On ne peut pas faire autre chose qu'accepter ça. Je sais qu'il y a des malades mentaux qui parlent de modifier le temps, d'utiliser des techniques avec des nuages artificiels, des produits chimiques dans le ciel pour faire pleuvoir, pour faire du contrôle bioclimatique, voilà, des graves malades mentaux, pardon, avec tout le respect que j'ai pour les véritables malades mentaux, parce que ces gens-là sont malheureusement soit à des postes de pouvoir, soit à des postes... Bref, je m'égare. On a tous des difficultés et ça fait partie de la vie. On ne peut qu'accepter ça. On va tous rencontrer des deuils, la mort, des maladies, des souffrances, des impossibilités d'avancer dans la vie quand on est pourtant motivé, des choses qui se passent. Mais il nous faut une boussole. Une boussole, c'est la direction dans laquelle aller. Et dans la thérapie ACT, cette boussole, c'est nos valeurs. À chaque fois que je suis confronté à quelque chose, je suis dans une situation de choix. Et ce choix va soit me faire aller vers mes valeurs, soit m'éloigner de mes valeurs. Exemple. C'est le soir, je suis fatigué, je rentre du boulot et là j'ai le choix. C'est une sorte de choix, pas toujours facile à faire pour X raisons qu'on peut comprendre, mais il m'a fallu sur le canapé mettre une pizza surgelée dans le micro-ondes et allumer un écran. Et le choix de faire, passer du temps avec mes enfants, ou faire du sport, ou que sais-je. Si je suis en permanence, comme voudrait nous dire notre société, en contact avec mes sensations et mes émotions, eh bien, c'est écoute-toi. J'entendais ça hier encore, ça m'horripile. On faisait des courses avec le Divine, et puis, je sais pas quoi, on achète des produits, puis dans la caisse devant nous, il y avait une dame, et puis la caissière dit « Ah ouais, cette pizza, moi j'achète toutes les pizzas, et puis je mange des pizzas tous les jours avec des frites. C'est mon truc, pizza frites, avec un coca et tout, pizza frites avec coca. » Et puis l'autre dame de lui dire « Ah bah, de toute façon, dans la vie, il faut bien se faire plaisir. » Voilà. C'est exactement ça. Dans la vie, il faut bien se faire plaisir. Il faut toujours qu'il y ait un plaisir, jamais autre chose. Et puis souvent, les gens qui savent que je suis bio, je mange bio, végétarien, etc., ils disent « Mais moi, je me fais plaisir. » Mais ces gens sont dans une vision très partielle des choses. Moi, j'ai un énorme plaisir à manger des légumes tous les jours. J'adore manger des brocolis, j'en ai jamais assez. Ou les choses que je mange, je me fais un énorme plaisir à ça. Et quand si je mangeais une pizza avec des frites, je sais qu'il y aurait un plaisir gustatif qui est évident, mais qui va être payé par une souffrance, dans mon cas, de maux de ventre, de lourdeur, de fatigue, de choses comme ça. Mais bref, quand je vais reprendre mon exemple, j'ai remarqué, je dis souvent « et bref », c'est le fait de faire la marche comme ça amène différentes pensées. J'ai pas des notes, j'ai pas prévu à l'avance tout ce que je partage, c'est tout à fait spontané. Au moment où j'ai allumé le micro, je ne savais pas de quoi j'allais parler. On va avoir cette boussole de valeurs. Est-ce que ce que je fais me rapproche de mes valeurs ou m'éloigne de mes valeurs? Quand j'ai mes émotions qui prennent le dessus, je vais m'accrocher à quelque chose pour m'éloigner d'une émotion qui serait une émotion de souffrance. Par exemple, je suis angoissé et je vais donc manger des glaces pour soulager l'angoisse. Et ce faisant, je m'éloigne de mes valeurs. Sous-entendu, j'ai des valeurs de c'est pas bon de manger du sucre et des glaces tous les jours et que je prends du poids et que c'est mauvais pour mon diabète ou que sais-je. Donc je sais que faisant ça, je m'éloigne de mes valeurs. Et de fait, ça va créer un cercle vicieux où ça augmente mon angoisse parce que je sais que ce que je fais est mauvais.
C'est le cas de toutes les addictions qu'on a, que ce soit les addictions au sucre, les addictions aux jeux vidéo, à la pornographie, à que sais-je, quelle addiction on peut avoir, aux réseaux sociaux, à mille choses. Où quand je me sens pas bien, je vais faire mon truc qui me fait très momentanément me sentir mieux parce que ça m'éloigne de ma situation de souffrance, mais dès que j'arrête de faire cette chose, j'ai rien résolu en fin de compte et je me suis encore plus éloigné de mes valeurs. Et donc je suis dans un cercle vicieux de souffrance. Donc la méthode ACT, c'est d'avoir en tête la solution que je fais pour résoudre mon problème, mon angoisse par exemple. Est-ce que ça m'approche ou m'éloigne de mes valeurs? Donc la première chose, c'est d'établir mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Il y a tout un truc qu'on fait en méthode ACT pour définir ces valeurs, hein, et de pouvoir s'y raccrocher. Et il faut que ça devienne un automatisme, évidemment. Il faut créer un réflexe conditionné. Parce que c'est pas juste j'ai réfléchi une fois dans le cabinet de quelles sont mes valeurs, et puis je sais quelles sont mes valeurs, et puis hop, je les oublie. Et puis si on me demande quelles sont mes valeurs, je peux les dire, mais il va falloir créer des automatismes de pensée, des automatismes physiques aussi. Il y a des tas de choses qui sont proposées en méthode ACT qui sont absolument géniales. C'est pour ça que je vous encourage à lire en particulier les bouquins réservés aux professionnels. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des titres. Et donc, je reviens au fait qu'il pleuvait quand je suis parti. Je pourrais rester chez moi dans mon lit ou bouquiner ou faire quelque chose au lieu de faire cette promenade. En plus, on est samedi, ce qui ne change rien pour moi parce que je ne suis pas salarié. Mais il y a eu la première chose où tout simplement c'était il pleut et. Il pleuvait fort et quoi? Et quoi? Voilà la réponse proposée et je vais mettre un vêtement anti-pluie. Je suis toujours pieds nus, ça ne gêne pas d'être pieds nus dans l'eau sous la pluie. Mais le vêtement anti-pluie évite que je sois trempé. Voilà, c'est tout bête, mais ce et a changé beaucoup de choses. Mais simultanément, ça me dit si je reste chez moi sans faire ma promenade, est-ce que ça m'approche ou m'éloigne de mes valeurs? Alors émotionnellement, évidemment, l'envie tout de suite, c'est de dire « j'ai envie de rester au chaud, je serais bien, cocooné, on va pas faire ça. » Et momentanément, je serais mieux. Mais tout au long de la journée, j'aurais un malaise qui grandit, j'ai pas fait ma promenade, et je me suis éloigné de mes valeurs avec l'énorme risque que demain, j'ai pas fait hier, je vais pas le faire aujourd'hui, et puis qu'on rentre dans un autre cercle vicieux. Alors, tout le monde n'a pas ma psychologie, hein. Je ne dis pas que ce que je dis est valable pour tout le monde, mais je vous fais part de mon système de pensée. Et pourquoi je pense que c'est important? Parce que beaucoup de gens avec lesquels on travaille, ça va être intéressant d'avoir ces connaissances de comment certaines personnes réagissent. Et en général, les gens qu'on voit sont ce type de personnes-là, comme moi. Parce que les gens qui sont déjà capables de mettre en place des choses et de s'y tenir, ils ne viennent pas nous voir, hein. Et ils se débrouillent tout seuls. Donc les gens qui viennent nous voir, comme je le disais en IMP, on va les accompagner. Et on va les accompagner vers quoi? Vers leurs valeurs. Donc il faut déterminer quelles sont ces valeurs, vers quoi ils veulent aller. Alors en IMP, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des psychothérapeutes. Et la manière de travailler sur les valeurs des gens, c'est de travailler sur leurs objectifs. Quelles compétences vous voulez développer? Et c'est là que notre travail sur le réflexe est intéressant, c'est que les gens, quand ils nous demandent quelles compétences ils veulent développer, ça nous parle de leurs valeurs. C'est en fin de compte la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Dans quelle direction tu veux aller? Tu es vivant, tu as gagné à la grande tombola universelle de la vie, et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Si ce que tu veux faire de ta vie, c'est passer 3, 4, 5, et je dis ça parce que ce sont les véritables moyennes françaises, 5 heures par jour derrière un écran au niveau des réseaux, avec les réseaux sociaux, et que si tes valeurs c'est bouffer des pizzas surgelées en regardant des séries télé, et c'est pas mon problème. Les gens sont chez eux et ils le font. Et il n'y a pas de jugement de ma part de ça, hein. Et j'ai pas dit que de temps en temps, c'est pas une bonne chose de se bouffer une pizza en regardant des séries télé. Le truc, c'est que il y a une différence entre ça arrive de temps en temps et c'est les statistiques aujourd'hui, 5 heures ou plus par jour de ça. Donc est-ce que ma vie est remplie de pizzas, réseaux sociaux et séries télé, ou est-ce que je fais aussi autre chose de ma vie?
Mais si la personne dit ce qui me rend heureux, moi, c'est pas mon problème. Et il est arrivé parfois de travailler avec des gens qui viennent me voir et leurs objectifs, c'est mieux réussir aux jeux vidéo. Et moi, je vais observer les différents réflexes, je vais travailler à différentes techniques qui vont aider la personne à être meilleure aux jeux vidéo. Bon, en général, les gens qui viennent nous voir et qui vont s'améliorer aux jeux vidéo, ils vont aussi s'améliorer en d'autres choses, ils vont s'ouvrir à d'autres choses, puisqu'on va leur proposer des mouvements, des jeux, des activités. En général, ils vont passer à autre chose. Mais ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas mon but, ce n'est pas quelque chose que je cherche à faire à l'insu de la personne. Non, la personne vient me voir, elle a un objectif dans la vie, en général, ils viennent nous voir, ils ont un problème dans la vie, et c'est ce qui les motive, et nous, on va transformer ce problème en objectif. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu cherches à faire dans ta vie? Et voilà. Donc, cette idée des valeurs, chez nous, en IMP, est plus sobre, et consiste plus à demander quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, entendons-nous bien, c'est pas une approche c'est pas un discours qu'on va tenir à des petits enfants de manière aussi abrupte. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Voilà, les gens ils abordent les enfants et disent qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Pour moi, c'est une question absolument ridicule. Désolé, on l'a tous fait, je sais. Qu'est-ce que tu vas dire quand nous-mêmes on n'est pas capable de se projeter à quelques semaines ou à quelques mois? On a du mal à réfléchir à notre retraite ou ce qu'on va faire aux prochaines vacances. Est-ce qu'on veut faire de notre vie? On veut demander aux enfants qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard, ce qui est absolument une question pas très intéressante. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de demander aux enfants quels sont tes hobbies, quelles sont tes passions aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui, qu'est-ce qui t'épanouit, te met, comme disent les psychologues, dans un état de flow, de flux, un moment où tu ne vois pas le temps passer. Ça compte pas dedans les écrans qui nous hypnotisent. On n'est pas dans un état de flux. Les états de flux, c'est en général quand on joue, des jeux qui impliquent une socialisation, quand on discute avec des gens. La plupart du temps, c'est lié à des activités physiques, comme sportives ou artistiques. Les études en psychologie nous montrent que essentiellement le flux qui va être positif et qui équilibre et qui fait du bien aux gens, c'est lié à des gestes qui sont faits, au fait qu'on implique le corps. Et l'esprit, évidemment. Quand on implique le corps, ça implique forcément l'esprit. Quand je fais du sport, je vais travailler fortement mon esprit, ma volonté, ma résilience. Le simple fait de faire cet exercice de « Ah, il pleut, mais j'y vais quand même », c'est un renforcement corporel, évidemment, parce que je fais une promenade pendant 40 minutes ou 50 minutes, mais c'est aussi un renforcement psychologique de je suis capable, je surmonte un certain nombre de choses et je vais dans le sens de mes valeurs. Donc c'est intéressant d'avoir cette boussole, comme on dit dans la méthode ACT, de quelles sont mes valeurs et est-ce que ce que je suis en train de faire, il ne s'agit pas de dire à chaque minute, et bien sûr qu'on fait tous des choses qui ne vont pas dans nos valeurs, mais on parle d'une situation où je suis malheureux, où je ne suis pas bien. Tous, on fait des choses entre guillemets stupides, on fait des choses gratuites, on fait des choses. Il ne s'agit pas de vivre une vie d'ascèse où tout ce que je fais est un geste pur et bien et va dans mes valeurs. Je ne suis pas en train de dire ça. Au contraire, avoir une rigidité, c'est contraire à l'approche ACT dans les 6 piliers de la méthode ACT. Je vous ai dit, il y avait 6, les valeurs c'est 1, la pleine conscience c'en est un autre. Il y a un truc très important en méthode ACT, c'est la flexibilité, la souplesse. Voilà. Si on est rigide, trop rigide dans la vie, on ne s'en sort pas. On a besoin de souplesse, de flexibilité, d'adaptabilité. C'est d'ailleurs le principe de base de la vie sur cette planète. La vie sur cette planète, ce n'est qu'une histoire d'adaptabilité, c'est-à-dire d'apprentissage, de vivre des expériences et de s'adapter. Donc si je suis inadaptable, si je suis trop rigide, ça casse. C'est la fameuse métaphore du roseau et je sais pas quoi, du chêne. S'il y a la tempête, le roseau va ployer et se redresser après la tempête quand le chêne va casser. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est l'idée. Donc j'ai besoin de flexibilité. Donc évidemment, il y a des choses que je fais dans la vie où je vais perdre mon temps à regarder trop longtemps une série télé ou faire une activité qui n'est pas forcément équilibrante, mais voilà, la vie c'est comme ça.
Mais est-ce que globalement, sur l'ensemble de mes activités que je fais, dans une journée, dans la semaine, dans la vie, je gouverne, ou gouvernaille, de ma vie dans la direction dans laquelle je pense que c'est bon d'aller? Ou est-ce qu'en permanence je fais des ronds dans l'eau? Ou est-ce que je vais de travers? Ou est-ce que je vais au contraire à rebours, à reculons? En général, j'avais écouté une interview de quelqu'un qui avait écrit un bouquin en anglais. J'ai pas lu le bouquin, mais j'ai écouté à peu près 2 heures de podcast avec cette personne qui a fait une étude auprès des mourants de quelles sont les... Alors je crois que c'était les 5 choses qui sont quasiment communes que les gens disent regretter dans la vie ou de ne pas avoir fait ou qu'ils auraient aimé faire ou quoi. Quels sont les 5 plus grands regrets? C'est intéressant d'avoir ça en tête. Quels sont les plus grands regrets qu'ont les gens au moment de mourir, en disant si c'était à refaire, si j'avais su, j'aurais fait ça et ça différemment. Alors il n'y a jamais eu, je laisse passer les voitures, jamais eu si j'avais pu regarder plus de feuilletons télé. Ça n'existe pas. Si j'avais passé plus de temps sur les réseaux sociaux, ça aurait été bien la vie. Il n'y a pas ça. Il y a des trucs du genre, plutôt, si j'avais passé plus de temps avec ma famille, si j'avais plus aidé mon prochain, ce genre de choses-là, voilà, des valeurs fondamentalement humaines. Donc c'est intéressant de ne pas attendre sur son lit de mort et de dire si c'était à refaire, j'aurais regardé plus de séries télé et mangé plus de pizza. Donc l'idée ici c'est quelles sont mes valeurs. Alors en l'occurrence vous voyez je suis plutôt gagnant aujourd'hui parce que j'ai réussi le tour de force. Moi je vais dire que c'est un tour de force pour moi. Bravo, je suis fier d'être sorti malgré la pluie. C'est un effort physique. Au départ, je dis je vais avoir froid, je vais être mouillé. Et psychologique, il faut faire l'effort d'y aller. Alors évidemment, c'est juste l'effort d'y aller. Une fois qu'on est sorti, qu'on a mis le manteau sur le dos, c'est plus un effort, mais c'est toujours... Chez les humains, c'est toujours le starter. C'est le moment où on lâche le bord de la piscine, le moment où on saute de l'avion pour faire du parachutisme. C'est le moment où on lâche la main du petit enfant qui fait ses premiers pas, qui lâche la main de son parent et qui se lance. Une fois que c'est fait, c'est toujours plus facile qu'on croyait que c'était. L'être humain a cette particularité de toujours voir le pire à l'avance. Une sorte de réflexe de protection un peu exacerbé chez nous. C'est pas plus mal. Alors sachant que ce réflexe ne fonctionne pas bien chez les ados, qui ont tendance à prendre beaucoup plus de danger. Voilà. Donc, pourquoi je m'en sors gagnant? Parce qu'en fait, il a plu 5 minutes et là, il pleut plus. Mais si j'étais resté chez moi, est-ce que tout d'un coup, comme je serais parti à faire autre chose, je serais sorti quand il s'est arrêté de pleuvoir? Je pense que non, parce que je serais parti à faire autre chose, j'aurais ouvert l'ordinateur, commencé à travailler ou je sais pas quoi, faire des tâches dans la maison. Et il y a de fortes chances pour que, trop tard, je suis parti dans autre chose. Donc je suis content et puis en plus je suis gagnant parce qu'il pleut pas. Il a presque pas plu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai encore 5 minutes de promenade, mais je ne vais pas parler pour ne rien dire. Je pense que j'ai fait le tour du sujet qui pour moi est important quand on travaille avec les gens, et je vous encourage vivement à lire des bouquins sur la méthode ACT. Vraiment pour débuter dans le sujet, le bouquin que j'ai cité tout à l'heure, Le piège du bonheur, est vraiment excellent. Et il existe en 2 versions, il existe en version livre, normal, il existe en version BD aussi. Et franchement, la version BD, elle est super bien pour les gens qui... pour tout le monde, qui n'aiment pas trop lire les bouquins, ou pour les ados, ou les jeunes, c'est pas mal du tout. Ça donne déjà pas mal d'outils en version BD. Et évidemment, dès qu'on va lire la version livre, il y a, vous en doutez, énormément plus dans un livre que dans une BD.
Mais déjà les principes sont bien établis dans la BD. Ça s'appelle le même nom, du même auteur, Le Piège du Bonheur. Faut bien regarder si c'est la version dessinée ou la version livre. Voilà. Et puis le même auteur a aussi écrit des livres pour les professionnels et qui, là, évidemment, on en apprend beaucoup plus sur le sujet. Et puis il existe plein de bouquins sur le sujet, y compris écrits par des Français. En France, il y a tout un groupe de psychiatres et de psys qui développent en France la méthode ACT et qui sont très chouettes et qui ont écrit des bons bouquins. Il y a des bonnes traductions aussi. Alors il y a une traduction d'un bouquin que je trouve un peu moyenne en termes de traduction, ça, on sent trop l'anglais derrière, même si c'est de l'anglais australien, ce sont des Australiens qui ont créé cette approche. Mais ça n'enlève rien à la qualité du livre qui est quand même très très bonne. En tout cas, vous avez l'embarras du choix. Je vous souhaite une bonne promenade et puis je vous dis à très bientôt.